Merci d'être avec nous sur RTI2, Madame, Messieurs. On garde le contact. C'est votre émission qui traite des questions liées à notre quotidien. Surtout, on développe ici ce qu'on appelle l'afro-optimisme, faire en sorte que les Africains se sentent bien dans leur peau et qu'ils sachent que beaucoup de valeurs, beaucoup de matrices se trouvent autour d'eux et que ces valeurs et aussi ces outils qui sont autour d'eux peuvent leur permettre d'aller de l'avant. Et pour en parler, le lundi et le mardi, nous avons des sachants, des personnes qui sont très attachées aux valeurs africaines au point de mettre sur place soit des festivals ou encore des instituts qui s'occupent de faire la propagande des valeurs de l'Afrique. Seydina Chérif Ahmed est toujours avec nous. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la semaine pour vous. Nous sommes mardi. Il est le président de l'Institut des civilisations noires. Seydina, bonjour. Bonjour, Ahmed. Voilà, et en face de vous, nous avons Ismaël Diop. Il est le promoteur du festival des 18 montagnes, un festival qui met en valeur les coutumes, la culture, les danses et les us du Grand Ouest de Côte d'Ivoire et par extension d'Afrique, parce que pas mal de visiteurs chaque année, c'est ça, hein? Oui. Voilà, Ismaël Diop, bienvenue. Oui, alors, hier, nous sommes partis d'une pensée de Philippe Emeagwali, qui est le père de l'Internet, un Nigérian qui aujourd'hui rend beaucoup de services au monde de l'informatique, qui affirmait la phrase suivante, et nous citons: le problème de l'Afrique réside dans le fait que les Africains consomment ce qu'ils ne produisent pas et produisent ce qu'ils ne consomment pas. On a essayé de lancer le sujet hier et beaucoup de personnes ont été d'accord avec cette pensée de l'inventeur, du génie noir. Et alors, les solutions à trouver étaient de faire en sorte que les Africains puissent produire des biens de consommation qui seraient bien pour vraiment la population. Éviter d'être une plateforme de production de biens qui seront propres à l'exportation. Alors, les positions n'ont pas changé. Je suis avec Seydina. Toujours est-il que vous restez dans la logique qui souhaiterait qu'il faut absolument qu'on puisse produire pour le bien-être des Africains. Bien sûr. On produit déjà, c'est qu'il faut qu'on puisse permettre aux Africains de prendre conscience qu'ils ont des productions de valeur sur place qu'ils peuvent consommer. On produit déjà. Voilà, on produit déjà. Les produits sont là. D'accord. Voilà. Et alors, dans l'autre versant, il s'agissait par exemple du café, du cacao, du tech, de l'EVA, des cultures d'exportation. Dans l'autre versant, notre ami qui venant des États-Unis du nom Ali Defila trouvait que l'argent qui rapportait l'exportation de ces cultures-là devait normalement servir à développer les choses sur place. Ismaël. Bon, oui, normalement, ça devait servir à ça. Mais pour qu'il y ait un certain bien-être déjà, il faudrait que ceux qui produisent directement profitent des valeurs, profitent des revenus de ces cultures d'exportation. Le véritable problème aujourd'hui, on a un véritable problème d'autosuffisance. Parce que c'est ça la plaie aujourd'hui. À force de s'investir, parce qu'en Afrique aujourd'hui, l'argent est devenu comme le nerf de la guerre. Pourtant, ce n'est pas la vérité. L'argent ne peut pas tout résoudre. À l'époque de nos ancêtres, l'argent, c'était juste un plus. Ce n'était pas le nerf de la guerre. Parce qu'ils avaient d'autres méthodes d'échange et ils avaient des stratégies pour qu'il existait l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, à force de s'investir dans la culture qui rapporte forcément de l'argent direct, aujourd'hui, on a des problèmes pour se nourrir. Il y a quelqu'un qui a dit la dernière fois sur le plateau ici qu'avant, c'est les villages qui nourrissaient la ville et aujourd'hui, les villages nous demandent qu'on leur apporte de l'argent pour se nourrir. Mais, non, du sac du riz, par exemple. Du riz, voilà, pour se nourrir. Là, il y a un problème. C'est parce qu'aujourd'hui, on a transformé tous nos plantations de produits de première nécessité en produits d'exportation. Voilà. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'approvisionnement des marchés. Bon, c'est vrai que les consommations, généralement, les productions sont généralement destinées à l'exportation. Bon, la petite production qui doit être destinée au marché subit un tri. Voilà, c'est le constat amer que des personnes font sur le marché, de la tomate, de l'ananas, la banane, en tout cas,
tous les produits de consommation sont concernés par ce tri-là, qui est fait de la manière suivante. Le marché extérieur est bénéficiaire des meilleurs produits et les produits triés sont sur nos marchés. C'est un constat qui est fait. Ça peut être loin de la vérité, mais votre position d'abord sur le constat? Moi, j'ai toujours dit ça. En fait, c'est ce qui a créé le manque de confiance entre, entre les producteurs et les consommateurs. Parce que ce qui se passe dans les plantations, on a toujours vu, moi j'ai vu déjà, par exemple dans les grandes plantations de mangue, par exemple, à la récolte, les meilleurs produits sont mis en caisse et destinés à des supermarchés ou l'exportation. Et les produits moins bons viennent sur nos marchés. Prenons l'attiéké, qui est un produit standard qu'on utilise en Côte d'Ivoire. Quand vous achetez l'attiéké, par exemple en France, il peut durer 1 mois au frigo, congelé. Et quand vous le remettez dans le micro-ondes, c'est comme si c'était nouveau. Et ici, on ne peut pas garder l'attiéké pendant 6-7 jours. Tout de suite, tu vois des taches vertes, des taches bizarres dessus. Parce que, et même les fabricants d'attiéké, ils ne consomment pas ce qu'ils nous vendent sur le terrain national. Donc, je pense qu'il y a un manque de respect. D'accord. Un dédain pour le marché interne local. Donc, vous dites, par exemple, que l'attiéké qui est servi ici est différent de l'attiéké qui part en France, parce que l'attiéké de France, vous pouvez le conserver plus longtemps que l'attiéké qui est sur place ici. Il y a peut-être une raison à cela. Oui, parce qu'ils gagnent plus d'argent, peut-être. Parce que moi, je pense que c'est ça la raison. Peut-être que pour eux, ils gagnent plus d'argent à exporter l'attiéké. Donc, il faut mettre plus de qualité dans la fabrication. Et puisqu'ils gagnent moins d'argent, parce que le même sachet qui coûte 100 francs ici coûte 1,30 €, 1,40 € en France, c'est-à-dire que c'est 1000% ou bien, je ne sais pas, 800%. Donc, ils s'appliquent plus dans le produit qui est amené à l'exportation. D'accord. Seydina, le décor est planté, vous défendez tout ce qui est africain. Là aussi, vous allez défendre. Oui, bon, je ne suis pas d'accord avec Diop. Je ne suis pas du tout d'accord avec Diop. Vous n'avez pas fait le constat des tri qu'ils l'ont fait au sujet des œufs, les fruits et légumes? Non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je vais dire quoi? Nos parents, nos mamans ont fait ce qu'elles pouvaient faire. Hein. Quand vous allez au marché Gouro, vous voyez les dames qui envoient les fruits frais. Hein. Elles font ce qu'elles doivent faire. Maintenant, bon, aujourd'hui, les conditions de travail, les conditions de conserver les produits ne sont plus adaptées à nos mentalités d'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est les jeunes filles d'aujourd'hui qui sont allées à l'école, qui ont des diplômes, qui doivent maintenant prendre le relais. Elles doivent prendre le relais maintenant en créant. Moi, je prends un exemple très simple. Les jeunes filles d'aujourd'hui, elles ont des bijoux, elles ont des portables, des ordinateurs qui sont chers. Est-ce que vous comprenez? Moi, je lance un appel de vendre ces objets-là, qui ne sont pas forcément utiles. Elles se mettent ensemble. Oui. Les objets de valeur. Les objets de valeur. Bijoux, les bijoux, smartphones. Les smartphones, tout ça là. Ça n'engendre rien. Ça ne peut pas les permettre de se développer. Ça sert parfois. Ça ne sert pas, Mohamed. Je viens, au lieu de prendre un téléphone qui coûte 300 000 francs, je peux avoir un téléphone de 10 000 à 15 000 francs. L'essentiel, c'est d'appeler. Maintenant, je vais dire quoi? Une fois qu'elles vendent ces objets-là, elles peuvent se mettre ensemble. Alors, quand elles se mettent ensemble, elles peuvent créer des petits supermarchés. Hein, et puis maintenant, aller au marché Gouro, ou bien aller à Daloa, ou bien à Boisflé, prendre ces produits-là qui sont là-bas, et puis elles viennent. Puisque aujourd'hui, elles ont de nouvelles mentalités, il y a des nouvelles possibilités qui sont là, il y a l'informatique qui sont là, il y a le Face qui sont là, elles peuvent vendre partout sur les documents-là. Elles font ces gens de coin et puis les gens viennent acheter tranquillement. Les produits sont bons, mais les produits sont toujours utilisés de manière archaïque. Les produits sont vendus toujours de manière archaïque. Le problème de conditionnement, emballage. Oui, c'est ça qui doit changer. Et c'est nous, les jeunes, qui pourrons le faire. Ce ne sont plus les vieilles personnes qui doivent le faire. Le décor est planté. Ismaël, vous allez parler tout de suite. Le décor est planté, madame, messieurs. Aujourd'hui, la question est la suivante. Êtes-vous d'accord ou encore avez-vous fait le constat que le marché local est sacrifié au profit du marché d'exportation? Est-ce que les bons produits quittent le marché pour être destinés au marché extérieur et nous, on n'a que les tri ici? Ou est-ce qu'il y a des raisons qui expliquent cela? Voilà, parce que chaque action entraîne des réactions aussi. Voilà. 22 42 54, vous avez l'occasion de nous appeler. Et l'autre côté, sur Facebook, l'adresse est la suivante: www.facebook.com/
on garde les contacts. Vous formulez votre message que vous postez à cette adresse. Tout à l'heure, Patrick Ndiakan, à qui l'on dit bonjour déjà, Patrick. Bonjour Mohamed, bonjour voilà, téléspectateurs. Ça fera le plaisir de relayer votre message sur ce plateau, en tout cas s'il cadre parfaitement avec le sujet du jour. En bref, c'est le tampon qui nous permet de nous intéresser à une activité culturelle et après quoi on va ouvrir le débat. Voilà, la cérémonie qui va nous intéresser, c'est la cérémonie des mécènes d'or, une cérémonie de distinction des meilleurs dans la culture et les promoteurs ont très bien fait. En tout cas, voici la salle qui se présente devant vous. Il y a eu pas mal de personnalités du monde du showbiz sur place là-bas. C'était en zone 4. Le promoteur Jean-Michel Blesson a eu les mots justes pour situer le contexte et décerner des prix aux méritants, voilà, dans le milieu du show business en Côte d'Ivoire. Nous en sommes à plusieurs éditions et l'on reviendra certainement sur cette information relative aux mécènes d'or. Un compte rendu, en tout cas, vous sera fait. Voilà, vous avez des récipiendaires qui reçoivent les tableaux décernés par l'équipe de production de cette cérémonie qui isole l'essentiel de l'accessoire ici en Côte d'Ivoire en matière de pratiques dans la profession du show business. Voilà, merci beaucoup. Nous nous reverrons tout de suite pour le sujet du jour. Commencez tout de suite. Les journalistes aiment écrire, rectifier, réécrire. Si vous plaignez de moi, ça veut dire que vous plaignez du Seigneur qui m'a amené. Lewis Parker qui est à la fois animateur et certainement en ligne avec nous. Claire, bonjour. Sur Mars et Jupiter, ils ne savent même pas quel est le nom de leur grand. On peut même dire ici en Côte d'Ivoire, même on ne révèle pas tout. L'état brut, il a essayé parce que... On n'oublie pas quelque chose aussi, on a traversé 10 ans où c'était chaud. Quand ils vendent leurs produits à l'étranger, je vois que c'est encore plus, ils gagnent plus. Je propose que les transporteurs prennent plus soin de nos produits pour qu'arriver ici, nous puissions les consommer intacts. L'Africain se dit, bon, lorsqu'il vend à l'extérieur, il gagne assez d'argent. Nos frères ivoiriens préfèrent non seulement vendre les meilleurs produits sur le sol ivoirien, et également sur le sol étranger. Alors, mais on les retrouve le plus souvent, je parle bien évidemment des bons produits, sur les hypermarchés. Voilà, mais bien avant de rentrer dans le sujet, on va recevoir le révérend Makosso. Voilà, révérend Makosso qui vient de nous rejoindre pour nous parler d'un séminaire de formation et d'identification des pasteurs de Côte d'Ivoire. Une opération qui se fera le 18 septembre prochain. Exactement. Voilà, bienvenue. Merci à vous. Voilà. C'est pour moi un honneur d'être sur RTI 2. Il faut dire que l'opération d'identification des pasteurs a démarré depuis près d'1 an. Nous sommes en train aujourd'hui de boucler la phase technique. La plupart des pasteurs identifiés ont déjà reçu les cartes d'identification. Donc c'est pour rappeler à tous les pasteurs sur l'ensemble du territoire qui n'ont pas encore eu l'opportunité de recevoir la nouvelle carte d'identification qui régit le corps pastoral à pouvoir se faire identifier. Mais pour ceux qui sont au niveau d'Abidjan, vu que demain, dès 9h, au niveau de l'église de la bénédiction d'Adjamé, nous avons un séminaire de formation sur Oindre pour vaincre, où tous les secrets de la réussite dans le ministère ainsi que dans la vie seront donnés. C'est pour eux en même temps une occasion de pouvoir se faire identifier sur le lieu. Donc nous lançons l'appel à tous ceux qui sont pasteurs en Côte d'Ivoire, que ce soit des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des apôtres et autres. L'identification les concerne tous. Beaucoup, depuis près d'1 an, nous sommes aujourd'hui à plus de 6500 pasteurs identifiés. Dès le départ, était un peu craintif. Aujourd'hui, ils ont pu comprendre que l'opération n'était ni pour fermer l'église de quelqu'un, mais étant près de 17 000 pasteurs sur l'ensemble du territoire, il était plus qu'important que nous puissions organiser ce milieu d'où souvent beaucoup de choses se disent et beaucoup de choses se font. Donc, il est plus qu'important que toi qui es pasteur ou que tu sois en Côte d'Ivoire, dès lors que tu m'entends, tu puisses préparer tes 2 photos d'identité couleur, la photocopie de ta pièce d'identité. Si vous êtes à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, RTI 2 est vu sur le bouquet, vous avez l'opportunité de vous faire identifier directement sur le site internet, le www.commissionci.com. Mais pour ceux qui sont à Abidjan et les environs, demain à partir de 9h, on se retrouve à Djamé, qui est le centre au niveau de l'église La Bénédiction. Entre
au niveau du 220 logements, en prolongeant vers Fraternité Matin, vous allez voir l'église en bordure de route, pour que vous puissiez venir. Si vous êtes pasteur, qu'en dessous de vous travaillent d'autres pasteurs, vous venez aussi avec ces pasteurs, parce que chaque pasteur doit avoir désormais la nouvelle carte d'identification pastorale, qui est la seule et unique carte que reconnaît l'État de Côte d'Ivoire. D'accord. Attends, qu'est-ce qui sous-tend cette identification des pasteurs? Ben, il faut dire qu'arrivé à un certain moment donné, même l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de procéder au recensement de toute la population. Nous sommes dans un milieu. D'où aujourd'hui, un jeune homme qui aime Dieu, évangéliste dans son quartier, on l'appelle petit pasteur. Demain, cet enfant commet une erreur. On dit un pasteur. Or, c'est un enfant qui aime Dieu. Il évangélise dans le quartier, on l'appelle petit pasteur. Nous voulons désormais cette grande famille, parce qu'aujourd'hui, nous avons des magistrats qui sont pasteurs. Nous avons des juristes, nous avons des médecins qui sont donnés à cette corporation. Il est plus qu'important qu'au même titre qu'aujourd'hui, les journalistes sont organisés dans une carte professionnelle, le corps pastoral est sa carte. 10 000 imams aujourd'hui, pendant que je vous parle, ont déjà leur carte d'identification. Les imams, ils ont déjà verrouillé le système. Il reste les pasteurs. Dès le départ, beaucoup après la crise se disaient non, peut-être c'est pour nous identifier, pour connaître où nos églises sont et autres. J'ai fait retien un ratio aux pasteurs. Aujourd'hui, au niveau du Cameroun, les pasteurs ont refusé de s'organiser. D'où je vous parle, les églises pentecôtistes au Cameroun sont en train d'être fermées. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Mon frère, il y a beaucoup de choses. Il est plus qu'important que ce milieu soit organisé. Il y a beaucoup de choses. Y a-t-il des conditions à remplir pour avoir une carte de pasteur? Oui, tout à fait, parce que tout le monde n'est pas pasteur. Tout le monde n'est pas pasteur. Dans un premier temps, la fiche d'identification qu'il remplit, il nous indiquera où il a été formé en tant que pasteur. Est-ce qu'il a suivi une formation? Mais tous ceux qui sont pasteurs aujourd'hui n'ont pas forcément suivi une formation parce que nous avons souvent des analphabètes que Dieu utilise puissamment. Mais qui est le père spirituel? Qui répond de toi? Qui peut confirmer que toi, tu parles de Dieu, Dieu t'a appelé? Dès lors, nous, notre rôle n'est pas de disqualifier qui est pasteur ou pas. Vous pouvez obtenir la carte d'identification à la seule condition que vous soyez établi sur un peuple. Il y a une commission d'enquête qui va vérifier, savoir effectivement est-ce que le pasteur est établi sur une église, quels sont les types d'enseignements qu'il donne, parce que je le dis, il y a beaucoup de choses. Et les nombreuses plaintes que nous recevons au sein de la commission, dirigée par l'archevêque Okassi Dazito, qui est aujourd'hui notre porte-parole nationale, elle nous amène, même la vendeuse d'Aloko, lorsque vous lui parlez de l'identification des pasteurs, elle vous répond pour dire, enfin, on pourra savoir qui et qui fait quoi. Des féticheurs sont dans notre affaire, ils disent qu'ils sont pasteurs. C'est compliqué. Il y a des personnes, vous rentrez dans des foyers, quand c'est le monsieur qui a de l'argent, la femme n'a pas d'argent, on dit non, c'est ta femme qui est la sorcière. Ils chassent la femme, or c'est des techniques pour essayer de dépouiller le monsieur. Nous ne voulons pas que le comportement de certains individus, bien intentionnés, qui le font dans un esprit volontaire, puisse salir toute une corporation. Souvent, on apprend qu'il y a une attaque ici, il y a un pasteur. Qui est ce pasteur? Désormais, le pasteur qui n'a pas sa carte d'identification. Je pense que j'ai un exemplaire pour votre gouverneur qui est ici. C'est tout pasteur sérieux en Côte d'Ivoire, qui se respecte lui-même, qui croit en son appel, doit avoir cette carte d'identification. Quand tu présentes à une autorité de la police, de la gendarmerie, ils te donnent tout le respect dû à ton rang. Et pour cela, je tiens à féliciter la police qui était présente lors du lancement de cette carte d'identification. Nous appelons tous les pasteurs demain au niveau de l'église de la bénédiction afin qu'ensemble, nous puissions se faire identifier, afin qu'on nous respecte. Parce que si les gens ne te respectent plus, même si Dieu t'utilise, on dira cet homme-là, c'est un féticheur. Vous ne craignez pas d'éliminer certains bons pasteurs qui n'auraient pas, qui ne répondraient pas aux critères que vous dites là, par exemple? Non. Tout le monde n'a pas l'aura ou le charisme. Tout le monde, forcément, n'est pas bien formé. Voilà, je veux dire. Aujourd'hui, je vous comprends la question, mais il n'y a pas d'exclusion. Un pasteur qui reconnaît que Dieu l'a appelé, il a un père spirituel, il a une référence, nous lui délivrons la carte. Sans aucun problème. Mais après vérification que son église existe. Maintenant, pour reconnaître un pasteur qui n'est pas appelé de Dieu, il vous dira, je n'ai pas de père spirituel, j'ai reçu la révélation de Dieu par songe, ou bien Dieu m'est apparu pour me parler. Tu es comment et personne ne t'a parlé de Dieu. Donc ça, c'est pas ces petits signes. Nous, on est dans le bois sacré depuis au moins 15 ans. On fait cette affaire-là de pasteur. Donc, on peut reconnaître, nous avons eu l'expérience de visiter 33 pays dans cette affaire. Nous avons eu l'expérience des autres pays. Aujourd'hui, au Nigeria, pour se faire consacrer pasteur, l'État envoie des huissiers. Pour que toi qui es pasteur, tu sois reconnu dans les fichiers de l'État. En Allemagne, en Suisse, lorsqu'un pasteur est consacré, il reçoit une subvention de l'État qui l'accompagne parce qu'il dit au voleur, voler n'est pas bon.
Ne pas les braquer vos maisons. Donc nous sommes utiles dans la société en tant que des moralisateurs. Merci donc beaucoup. les hommes comme ça, il faut les aider. Ok, d'accord. Donc on va rappeler la date le 18 septembre à l'église de la Bénédiction à Diamé 220 logements. C'est à quelle heure? À partir de 9h. D'accord. À partir de 9h, tout est mis en place. Ils doivent mettre quelle pièce sur eux en venant? 2 photos d'identité couleur, plus la photocopie de leur pièce d'identité. D'accord. Et ceux qui n'auront pas reçu toutes les informations nécessaires pourront appeler au 04 68 40 40. Exactement. 04 68 40 40. Je vais donner le deuxième numéro de votre émission ou au 09 50 93 59. Je répète, le 09 50 93 59. Que Dieu bénisse RTI2 pour cette opportunité. D'accord. Révérend Makosso nous parlait à l'instant du séminaire de formation et d'identification des pasteurs de Côte d'Ivoire. Retenez la date le 18 septembre prochain à l'église de la Bénédiction, la Diamé 220 logements. Alors pour d'autres informations, vous taperez le 04 68 40 40. 04 68 40 40. Voilà. Nous, on continue sur ce plateau concernant le sujet du jour. Le marché local est-il sacrifié au bénéfice du marché d'exportation? Patrick Ndiakan, je sais qu'ils sont un certain nombre déjà connectés et qui souhaiteraient déjà faire savoir leurs opinions. Exactement, 188 personnes sont connectées en ce moment sur notre page Facebook. Et voici la première réaction intéressante de Tiesco Nyankan qui nous dit, il a vraiment bien développé ici, et oui, l'approvisionnement de nos marchés locaux est presque inexistant ou l'augmentation des denrées alimentaires sur nos marchés. Bizarrement, on ne voit même pas les retombées de nos exportations sur la vie sociale de nos braves paysans. Ils vivent dans une misère quotidienne. En plus, les gains profitent aux grandes entreprises ou qui les convoient sur le marché extérieur. On gagnerait à approvisionner nos marchés afin que le coût des denrées alimentaires baisse et profite directement aux paysans ainsi qu'à la population et ça va nous éviter de consommer des produits importés qui coûtent une fortune dans nos assiettes. Voilà. Tout ce qui a de la valeur a un prix, la qualité a un coût. Alors, Ismaël Diop, vous qui souhaitez que le meilleur ticket soit sur notre marché ou la meilleure banane soit sur notre marché, est-ce qu'on y met du prix ici? Mohamed, aujourd'hui on réussit à acheter, comme Seydina le dit, on réussit à acheter des téléphones qui coûtent très cher. Mais pour avoir une bonne santé, bien se nourrir, je pense qu'on va mettre le prix ici, s'il y a la qualité. Mais il y a combien d'Ivoiriens aujourd'hui qui vont en supermarché? C'est-à-dire, ce n'est pas que les riches qui y vont. Il y a des gens qui vivent d'un budget très modeste, mais qui vont faire leurs achats là-bas parce qu'il y a de la bonne foi dans la... Parce que Seydina, quand il parle de nos mères, c'est pourquoi ça m'a un peu choqué. C'est vrai, nos mamans, elles souffrent dans le marché, mais si elles mettent un peu de bonne foi, même dans la manière d'exposer le produit, quand même, les gens vont bien se sentir en mettant le prix. Aujourd'hui, là... 4 tomates, par exemple, excusez-moi, j'utilise les trucs terre à terre. 4 tomates, par exemple, coûtent 200 francs sur le marché. Mais quand tu es en train de revenir de Yamsokro sur la route des villages où c'est bien emballé en sachet, tu as une dizaine de tomates à 500 francs. Ou bien une vingtaine de tomates à 500 francs. Mais c'est tellement bien exposé que de passant, quand tu vois, tu t'arrêtes, tu achètes. Je pense que si le produit est de très bonne qualité et très bien exposé, je pense qu'on va y mettre le prix. D'accord. 22 42 54, nous sommes à l'intérieur du pays, à Divo, avec M. Diaby qui est avec nous. Diaby, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Diaby. Est-ce que vous partagez l'opinion qui dit que le marché local est sacrifié aujourd'hui au profit du marché d'exportation? Oui, bien sûr, le marché local est sacrifié au profit de l'exportation. Parce qu'il y a une mauvaise politique, moi je le dis toujours, il y a une mauvaise politique de nos États vis-à-vis de nos produits, de la consommation. Parce que ceux qui font l'exploitation là, la plupart c'est les autorités de la place, c'est les gros bonnets sur le pays. Ils vont dans les villages, ils vont partout pour trier la bonne marchandise pour faire partie à l'export. Parce qu'ils mettent le prix. Mais pourquoi ne pas essayer d'aider nos mamans, nos soeurs qui font du vivrier pour essayer de les mobiliser, les sensibiliser pour qu'ils apprennent bien les produits et puis vendent en Côte d'Ivoire, comme ce que disait Ismaël tout à l'heure. En France, la ticket, ça fait près de 800 francs, la boule de 100 francs au niveau d'ici. Mais si on dit aux dames là, non, si vous faites la ticket de telle qualité à 300 francs, parce que ça fait 800 francs à cause des taxes et tout, mais à 300 francs, si vous allez voir que ça va marcher.
Il faut sensibiliser nos parents et ça, c'est le rôle de l'État. Parce que si ils viennent, ils s'en vont dans nos contrées pour aller prendre tous les bons produits pour faire partir à l'extérieur du pays. Mais c'est évident que la pourriture qui reste là, ils vont vendre sur le marché ici. Mais vous ne craignez pas, M. Diaby, vous ne craignez pas que les bons produits que vous voulez qui restent ici là, pourrissent parce qu'il n'y a pas de preneurs? Ça ne peut pas pourrir, forcément il y aura des preneurs. C'est la qualité, tout le monde cherche la qualité. Aujourd'hui, si la boule d'attiqué qui fait 800 francs, si c'est bien conservé, si que ça peut faire un mois dans ma main, que je paye à 300 francs, mais je ne paie pas. Je ne paie pas, ça ne peut pas pourrir. Ça ne peut pas pourrir, il faut sensibiliser, il faut leur montrer que non, c'est que vous faites partie à l'extérieur. Si vous le faites bien ici, vous gagnez pour vous. Puisque quand les gars vont payer les mangues, par exemple, dans le Korobo, là, et on ne regarde pas tel mangue qui est bien propre, on va payer à 100 francs, tel là est sale. Non, on prend le lot des mangues et il peut payer peut-être je donne un exemple, je dis n'importe quoi, 10 000 francs, et puis ils enlèvent les bons produits dedans pour faire partie. C'est comme ça ils font. D'accord. Vous qui êtes à Divo, je sais que vous êtes face à la réalité là-bas. Quels sont les cas pratiques que vous avez devant vous à Divo, en ce moment précis là? Oui. En cette période, quels sont les cas pratiques que vous voyez devant vous concernant ce sujet, concernant le marché local face au marché d'exportation? Oui, mais malheureusement, c'est ce qu'on vit actuellement. Ceux qui viennent au niveau de Divo ici pour venir prendre la banane, par exemple, quand ils viennent, ils vont dans les trucs, ils ont les gros moyens, ils ont les camions, ils ont tout et tout et tout. Ils s'en vont trouver les pauvres femmes là-bas et puis ils prennent les bonnes bananes pour partir. On n'y peut rien. C'est une concurrence déloyale. On n'y peut rien. Ils ont les financements des banques, ils ont les financements des institutions, ils ont tout. Nos parents n'ont rien. Tu peux rien faire. Tu montes un petit projet pour aller pour dire non, je vais essayer de faire arranger bien l'image de mon commerce. On ne te donne pas parce que toi, tu es qui? Tu es couvert par qui? Tu es subventionné par qui? Hein? Mais quand c'est eux, ils viennent avec les cas, ils viennent avec tout. Bon, vraiment, c'est difficile. C'est un problème, je dis que c'est un problème de sensibilisation. C'est un problème que l'État, c'est un sujet que l'État doit prendre à bras le corps pour essayer de sensibiliser, essayer de donner un peu de moyens quand même à nos pauvres paysans de vivre de leur truc et puis la population consommer de la bonne qualité sur le marché. En tout cas, sinon la famine n'est pas loin. La famine n'est pas loin. Merci beaucoup, M. Diaby. Et bien des choses à ceux qui nous suivent depuis Divo là-bas. 22 42 54, vous pouvez tout le temps nous interrompre et donner votre opinion sur le sujet. C'est une chose est de vouloir être altruiste, je veux dire servir le marché local, mais une autre chose est de vraiment rentrer dans ces fonds. Parce qu'au nom des beaux yeux des gens, vous n'allez pas galvauder votre marchandise parce que tout simplement vous voulez qu'on ne vous taxe pas de quelqu'un qui approvisionne le marché extérieur, Seydina. Bien, tout ce qui est dit jusqu'à présent, moi je ne suis pas pour. Hein. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas vérifié. Vous ne comprenez pas ou vous n'êtes pas pour? Non, je ne suis même pas pour. Quand les gens prennent les... Vous voyez, il y a des produits... Oui, mais on lutte pour vous faire comprendre, vous luttez pour ne pas comprendre. Non. C'est-à-dire que la réalité est autre chose. Les gens exportent les produits que nous ne consommons pas. Ça c'est clair. Les produits qui ne sont pas dans nos mœurs, les gens les exportent, comme les mangues, l'ananas, etc. Alors, ce n'est pas des produits qui sont rentrés dans nos mœurs, malheureusement. Voilà. Donc, moi, je dis toujours, c'est la responsabilité de nos diplômés, nos sachants.